Chers téléspectateurs, chers internautes, prenez désormais rendez-vous avec votre magazine Noir sur Blanc. Noir sur Blanc est un cadre d'analyse objective de l'actualité sur C24+. Majorité, opposition, société civile, voici pour vous un moyen de présenter votre vision du Congo. Noir sur Blanc, c'est l'actualité décortiquée sans tabou ni gants sur C24+. Retrouvons-nous chaque mardi à 20h juste sur C24+. Parce que vous avez du prix à nos yeux, Noir sur Blanc, c'est votre magazine. Noir sur Blanc, c'est votre espace. Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la télévision numérique C24+, c'est l'heure de l'émission Noir sur Blanc. Noir sur Blanc qui est un magazine de débat politique. Aujourd'hui, nous allons recevoir M. David Kalonji, il est analyste politique. Avec lui, nous allons parler de doublage ou triplage de mandats politiques en République démocratique du Congo, parce que nous avons vu dernièrement presque partout il y a des gens qui ont eu la chance d'être élus comme député provincial, député national en même temps, et puis ces mêmes personnes, nous les avons vues encore aller chercher à être élus comme gouverneur ou sénateur. Et après être élu sénateur, ces gens-là voudront aussi être nommés comme ministre ou comme mandataire dans des entreprises publiques. Alors, à qui profitent ces doublages ou ces triplages des mandats politiques? Monsieur David Kalonji, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Parfaitement en bonne santé. Et nous arrivons pour la première fois dans cette chaîne de radio et de télévision. Nous sommes très fiers de constater qu'il y a des citoyens congolais qui pensent encore mieux faire. Et je crois savoir que, avant d'entrer dans le vif, en tout cas de l'émission, je m'en vais jeter le bouquet de fleurs sur les patrons de cette maison. Merci. D'autant plus que c'est quelqu'un qui s'illustre comme étant un très bon opérateur économique. Et il serait mieux justement que des gens pareils soient encore plus nombreux pour pouvoir aider la nation congolaise à pouvoir aller de l'avant. Merci beaucoup David Kalonji. Maintenant nous entrons dans les vifs de notre sujet du jour. Beaucoup de gens se donnent à multiplier de postes ou bien de mandats politiques en République démocratique du Congo, alors qu'il y a plusieurs millions de personnes qui cherchent aussi à être élues, ça et là, à être nommées. Mais vous trouvez une seule personne, lui-même là, il s'appelle double, triple ou quadruple brassard. Est-ce que cette histoire-là profite à la population congolaise? David Kalonji, la première question est de savoir, est-ce que dans la loi, je pense qu'il y a une loi qui permet à ce que quelqu'un se fasse élire autant de fois qu'il veut. Je pense que c'est ça. Non, moi je pense qu'il faut bien interpréter la loi. Le législateur, quand par exemple il se met au travail, il est impersonnel. Il y a des choses sur lesquelles, quand on est civilisé, quand on est un peuple, on ne peut pas se le poser comme question. Mais on pourchasse beaucoup plus ce qui peut, par exemple, nuire à la bonne marche d'une nation. Et on essaie de mettre cela en exergue et on présente la loi. Tu vois un peu. Et c'est ici où, justement, il se pose un problème. Je prends les cas, par exemple, aujourd'hui. On dit, nous allons aux élections. Quand? Le 25 décembre. La loi n'a pas dit que si vous présentez les élections au-delà du 25 décembre, le 26, le 27, le 28, c'est un manquement. La loi n'a pas dit ça. Mais la loi a précisé que le pays ira aux élections le 25 décembre. Le non dit
peut être mal interprété. Prenons les cas par exemple. C'est-à-dire ce que la loi n'a pas refusé n'est pas condamnable. Bon, mais là je prends les cas par exemple aujourd'hui. Les élections, c'est un problème de légitimité, c'est un problème de volonté, c'est un problème national. C'est d'une importance capitale. Dès lors que nous sommes des Africains et que le jour qui est prévu qu'il y aura ces élections-là, il y a une pluie qui commence à 5 heures et elle prend toute la journée. Va-t-on dire que le lendemain du jour, on ne peut pas tenir ces élections-là? Et si on tient ces élections le lendemain du jour, est-ce que c'est un manquement contre la nation, contre la Constitution? Voyez-vous? Donc je crois que dans le cas de notre sujet, ce qui n'a pas été dit n'est pas forcément un manquement à la Constitution. Pas forcément, je dis bien pas forcément un manquement à la Constitution. Mais en plus, quand on parle d'une pluie, vous sentez qu'il n'y a pas eu l'intention de nuire à la nation. Mais la nature a fait que vous vous retrouvez avec un jour où on ne peut pas permettre à ce que la population sorte pour aller s'exprimer. Voyez-vous un tout petit peu. Donc, nous sommes pratiquement dans le cas d'espèce pour revenir à la question que tu as posée. Oui. La question, c'est celle de savoir, est-ce qu'il est prévu? On n'a même pas prévu, on n'a même pas pensé à ça parce que ce n'est pas faisable. Tu vois un peu? Parce que ce n'est pas faisable, parce que la loi définit les personnes qui doivent œuvrer pour la nation dans des institutions en ayant un mandat public. Et ce mandat public, il sort d'une conception. Quand par exemple on veut assumer une fonction de l'État en étant député, mais laisse-moi vous le dire, c'est pas tout le monde qui peut devenir un député. Un député, c'est quelqu'un qui constate qu'il a encore une matière dans son domaine et qu'il peut encore servir la nation. Il a servi dans son domaine, il a fait de bons et loyaux services et par la suite il pense servir la nation. Donc ce dernier, quand il arrive là, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit, c'est pas quelqu'un qui arrive là, il n'a pas de chaise, il n'a pas de lit, il n'a pas de voiture. Donc le petit moyen nécessaire qu'on doit reconnaître, c'est pas quelqu'un qui part chercher l'argent là-bas. Il ne va pas chercher de l'argent, non. Parce qu'il vient d'un domaine donné. Il a de l'expérience dans ce domaine-là. Tu vois un peu? Donc, c'est quelqu'un qui a un plus à donner. Il a fait mieux. Il a un objectif. Voilà. Il a un objectif. Il est appelé par la patrie. Parce qu'il a l'expertise. Il doit aider la nation à aller de l'avant. Voyez-vous? Donc, dès lors que c'est pour le besoin de faire avancer la nation, je ne vois pas pourquoi on viendrait avec l'idée de se dire, il faut que je sois sénateur et il faut que ma femme soit députée ou bien qu'elle soit mon suppléant. Ça fausse tout. Ça démontre qu'il y a une crise. C'est une crise. Je suis tout à fait d'accord aujourd'hui et je préfère en tout cas lancer ce débat qu'il y a crise d'hommes. Il y a crise d'hommes parce que quand des gens posent des actes pareils, on n'est plus dans la logique de croire qu'on sert la nation, c'est qu'on court pour se servir soi-même, voilà. pour les intérêts vraiment partisans de sa propre petite famille, de sa communauté, de vouloir empocher les poches, avoir plus d'argent pour soi, et non pas pour un intérêt national, et non pas faire quelque chose qui puisse profiter à la gestion de la vie nationale. David Kaloji, vous venez vous-même de voir que dans la loi n'a pas refusé, ce que la loi n'a pas condamné, n'est pas refusé, ou bien même si ça se passe, rien ne se passe. Alors, non, mais constatez avec moi quand même que ce n'est pas citoyen. C'est pas citoyen. Donc un bon citoyen, ce sont des pratiques qu'on ne peut pas accepter. Un bon citoyen. Donc quand d'abord on veut agir, parce qu'on agit en tant que citoyen, c'est pourquoi la loi n'a pas prévu, parce que ça, ce n'est pas du tout accepté.
comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Parce que ça n'a pas été un citoyen normal de n'importe quel pays, il ne peut pas raisonner faire ça, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas montrer sa cupidité non, on ne peut pas, en public. Peut pas arriver là. C'est vraiment quelque chose qui démontre qu'il y a crise d'homme, que le mal est profond. Ça démontre justement la profondeur de la crise que nous avons. C'est pas possible. Dites-moi un truc, tu t'amènes avec ta femme, avec ton enfant, avec... non. Mais ça, sans penser aux conséquences qui vont venir. Non, mais les conséquences, d'abord, c'est soi-même. Êtes-vous dans la peau de celui qu'on attend? Parce que celui qu'on attend, c'est... Je l'ai défini tout à l'heure. Voilà. C'est quelqu'un qui a rendu de bons et loyaux services dans son domaine. Et puis, il a encore de l'expérience à pouvoir partager. Et il s'est dit, je vais aller servir. Relever les choses au niveau... Donc, au niveau national. Voilà. Ou bien provincial. Tu vois, un tout tu peux. Donc, mais quand la personne vient avec sa femme, avec ses enfants, vous sentez effectivement que non, il n'y a même pas une notion de citoyenneté dans cette personne. Voilà, c'est là où je voulais que vous arriviez, David Kalonji. La personne là montre sa cupidité en public et il montre comment est-ce qu'il veut prendre tout l'argent de l'État et amener dans sa maison, n'est-ce pas? Je crois savoir que maintenant que c'est apparu au grand jour, et il est bon que l'État ou le parlementaire, qui viennent d'arriver aujourd'hui, arrive à voter de loi, et c'est pourquoi je préfère justement, en tout cas, qu'on retouche cette constitution-là pour la compléter avec ces éléments qui viennent d'apparaître. C'est notamment que tout ceci soit vraiment voté, qu'il y ait des lois qui empêchent que les gens se reproduisent de cette manière-là à venir chercher à exercer le pouvoir public. C'est important. C'est important. Moi, je crois que ça tombe à pic. Il le faut. Il le faut. Parce que si on ne le fait pas, en tout cas, la nation va se perdre. Oui, David, nous avons toujours vu beaucoup de choses. Ça veut dire quelqu'un qui a été député provincial, député national, sénateur, et finalement, il est nommé ministre ou mandataire dans une entreprise. Lorsqu'il faut poursuivre ce monsieur-là en tant que ministre ou mandataire de l'État, est-ce que sa femme ou son fils qu'il a laissé au niveau de l'Assemblée va suivre ce dossier-là objectivement? Non, mais d'abord, quand un type évolue de cette manière, il pourchasse quoi? En tout cas, d'emblée, on préfère être politique. Voilà. D'abord, on préfère aller au Parlement. On sait combien on touche au Parlement. Aujourd'hui, on est déjà à 32 000, selon ce que j'ai appris, si c'est vrai. On est parti de 21 000 à 32 000. Demain, il faut qu'on soit ministre. Et ce sont les mêmes personnes qui se battent à tout prix pour aller devenir ministre. Mais qu'en réalité, être d'abord député, on est là pour élaborer des lois, on est là pour présenter ce dont la population a besoin et contrôler le gouvernement. Dans l'exercice de ses fonctions, ce qui a été mal fait pour bien le faire, mais dans l'entretemps, contrôler le gouvernement, à pouvoir bien exécuter le plan ou la vision du chef de l'État, le programme du chef de l'État. Et tout ça, dans le comportement, n'apparaît plus. Tout ce qui apparaît, c'est le 21 000 $ à 32, qui devient justement un appât, un souci majeur de chaque citoyen. Et d'ailleurs, ça peut expliquer justement qu'on ait vu des candidats en surnombre qui se sont présentés, mais quand vous le prenez comme ça, vous sentez qu'il manque même la matière elle-même à défendre. Mais vous sentez que
c'était vraiment la pagaille. Tout le monde se disait, il faut devenir qui ministre, qui député national, qui député provincial, parce qu'il y avait le souci de gagner, avoir un salaire de 31 000 dollars et devenir PDG, ministre. Voilà. Qu'est-ce qu'on va chercher à devenir ministre si ce n'est pas encore un salaire? Qu'est-ce qu'on va chercher à devenir un PDG? C'est beaucoup plus l'intérêt personnel, le mieux-être de la personne avec son petit groupe de gens. Et les petits groupes commencent par sa propre femme, par son enfant, par ses cousins et ses voisins, ses cousins et ses neveux et tout. Non, là quelque part, et des choses comme ça occasionnent beaucoup plus, favorisent le tribalisme, le clientélisme, le népotisme. Donc, on court derrière des intérêts personnels d'un groupe de gens contre la survie de la nation. Et je crois qu'il faut combattre ça, à vrai dire. Vraiment. C'est à cause de ça que nous avons aujourd'hui des routes non asphaltées, des choses qui ne marchent pas. Sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, il n'y a pas de routes, des desserts agricoles. Peut-on dénoncer des choses? Je pense qu'il faut le faire. Je prends les cas, par exemple, aujourd'hui. Qui sont ceux, par exemple, qui excellent à pouvoir gagner le marché d'entrepreneuriat? Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que le pays, on le retrouve être dans le gouffre plutôt, et il est certain que on a plus besoin de gens qui créent l'emploi que ceux qui en cherchent. L'entrepreneuriat devient en tout cas le leitmotiv de ce que nous devrons mettre en pratique pour aider la nation congolaise, pour donner du travail aux autres. Or, l'entrepreneuriat aujourd'hui, quand on prend le rapport de la Banque mondiale, depuis la transition de ce pays, la Banque mondiale avait fait un rapport qui a été très riche et qui a convaincu presque tout le monde. La nation congolaise n'avait pas un problème de manque, mais par contre, c'était un problème de connexion. La connexion du Congo profond avec le centre-ville, avec la capitale, par exemple, pour avoir de produits alimentaires, les choses pourrissaient en tout petit peu. Donc, il y avait carence de routes. Voyez-vous. Mais aujourd'hui, à qui on donne, par exemple, ces marchés? Ce sont des individus qui sont dans, justement, le calcul de députés du genre que nous sommes en train de dénoncer sur ce plateau. Mais quand ils arrivent avec leurs entreprises, qu'ils créent, qui ne répondent pas du tout aux normes, qui n'ont pas peut-être pignon sur rue, qu'en réalité, ici, sur notre pays, il faut reconnaître que ce pays a connu quand même l'âge d'or. Aujourd'hui, on peut tout dire, mais il est vrai quand même que nous sommes partis de quelque part. Il y a une référence aujourd'hui quand on parle du Congo démocratique. On se représente quand même ce que fut le Congo. Le chef de l'État autrefois avait émis la pensée dans son discours de 6 minutes en disant que les malheurs du Congo, c'est les malheurs et les bonheurs du Congo, c'est à la fois la zone de libre-échange de ceux qui étaient à la conférence de Berlin, à qui on avait donné justement le marché du bassin du Congo. Est-ce que les gens avaient compris ce que ça voulait dire? C'est parce que justement, dans cette logique, il y a des gens avec qui nous avons évolué. À cette époque-là, pour que le Congo naisse, qu'il grandisse, qu'il se retrouve en 1960, avec ce que nous avons comme référence aujourd'hui, comme pour dire, à cette époque-là, c'était bien. Aujourd'hui, ça va très bien. Il n'y avait pas que des entreprises d'État, mais il y avait aussi des entreprises privées, de privés qui étaient en train de construire. Je citerai des cas comme par exemple Monsieur Forest par exemple. Allez dans les Katanga, vous trouverez que cette entreprise-là, c'est une entreprise qui a 100 ans. 100 ans au service de la réfection de routes dans la construction de ce pays. En RDC. 100 ans, vraiment. Ce qui veut dire que en RDC, c'est même longtemps avant l'indépendance. Voilà. C'est une entreprise qui a fait ses preuves. Elle n'est pas en train de vous
construire des routes qui se défont 2, 3, 4, 6 mois après. Mais toutes ces entreprises-là, elles sont encore là, dans ce pays. Pourquoi on ne leur donne pas le marché, par exemple? Parce qu'on ne peut pas donner le marché. Pourquoi on a osé aujourd'hui parler en termes de privatisation, par exemple, des entreprises d'État? C'est parce qu'on a constaté qu'en termes de gestion, les Congolais ne sont pas à la hauteur. Et que la privatisation, elle fait très bien le travail. Bon, ce sont des... Être Congolais à ces stades, à un certain moment donné, il faut qu'on élève un peu le débat. Être Congolais, ce n'est pas forcément dire que je suis de père et de mère. Mais être Congolais quand, par exemple, vous faites le bien pour la nation congolaise et que la nation se retrouve, créer des entreprises. Forest a au moins des entreprises ici au Congo. Pendant la Covid, c'est la seule entreprise qui payait ses agents. Or, pour toutes les autres entreprises, il était question justement qu'on revoie un peu le salaire. Mais les agents de M. Forest étaient d'aller chercher l'argent chaque fin du mois à la banque sans problème. Aujourd'hui, quand on y va de plus près, autrefois, il y a un professeur qui a été très clair en disant qu'il n'y a pas de banque congolaise, mais il a été actionnaire lui-même dans la BCDC, donc la Banque centrale, pendant longtemps possible, donc 100 ans durant, actionnaire dedans. Aujourd'hui, il est dans la fabrique, par exemple, de biscuits dans les Katanga. Donc, c'est quand même un opérateur économique important, de taille, et à côté de lui, il y a bien d'autres, Safikas par exemple. Il y a bien d'autres aussi, à qui on peut faire confiance, qui sont des entreprises qui ont pignon sur rue. Mais pourquoi alors on donne à des gens qui ne réalisent rien? Donc là, quelque part, je me dis, il faut bien revoir les choses. Il ne faut pas à un moment donné amener des sentiments. Sans doute que sur le plan politique, il y a des choses qu'il fallait dire. Et elles ont été très bien dites. Mais dans la faisabilité, il y a beaucoup plus le favoritisme. Voilà. Ce dont on peut vous avez compris que on a essayé de favoriser l'entrepreneuriat congolais. On donne le marché aux Congolais, et ces Congolais-là, ce sont ces gens ici qui ont du poids politique à cause de leur poids. Ils arrivent là-bas, ils se font de l'argent, et sur terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien, et il n'y a même pas une bonne qualité de route. Est-ce qu'on ne peut pas balancer en tout peu quand on dit qu'ils ont le poids politique? De quelle politique s'agit-il? Aujourd'hui, quand on devait être beaucoup plus rationnel, plus exigeant, il faut dire que il y a crise d'hommes. Il faut dire que le principe selon lequel il faut les institutions fortes et non pas des hommes forts pour qu'un pays se mette debout, c'est l'inverse au Congo. Au Congo aujourd'hui, si le Congo tient debout, c'est parce que au moins il y a un leadership. C'est une seule personne. Il faut qu'il y en ait bien d'autres. Mais il y a des gens qui peinent pour pouvoir en tout cas rejoindre le chef de l'État à faire un leadership audible. Parce qu'on a connu un leadership inaudible. La nation, on l'a retrouvée, c'était devenu quelque chose qui en disposait, même ceux qui en étaient le véritable citoyen. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps où les gens se disaient, à quoi servirait-il de rester au Congo démocratique? Autant tout simplement vendre ce pays et puis on se partage de l'argent. Le chèque en disait. Il n'y avait pas de l'espoir. Donc quelqu'un qui n'a pas d'espoir... Non, parce que tout le monde n'avait plus l'espoir dans la nation congolaise. Il fallait que les élections arrivent, il fallait que Félix prenne le pouvoir pour que la renaissance de la confiance dans la nation congolaise soit à la une, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit il faut que le chef de l'État fasse quelque chose. C'est qu'il y a au moins une référence. On s'est dit, le chef est là, il est congolais, il doit faire. Donc, vous sentez quelque part que la population croit dans l'existence de la nation. Parce qu'il y a un leadership, il y a au moins quelqu'un, il y a un leader. C'est déjà un point positif par rapport à ce que nous étions hier. Mais ce que nous étions hier, comparativement à ce que fut l'âge d'or de ce pays. Dans l'âge d'or,
on a connu ce que nous avions connu ou ce que nous avons toujours apprécié auprès des autres, qu'il faut avoir des institutions fortes. Parce qu'il y avait un Parlement qui faisait son travail, parce qu'il y avait des animateurs qui respectaient, parce qu'il y avait un gouvernement qui faisait le travail, parce qu'il croyait dans l'existence de la nation congolaise, de la loi congolaise. Voyez-vous un tout petit peu. Cet âge-là, est-ce qu'aujourd'hui, on s'en inspire pour corriger? Et c'est pourquoi je dis bien, il y avait sans doute des gens comme des Dokolo, par exemple, qui sont des acteurs économiques et qui ont fait la pluie et le beau temps, au même titre comme par exemple aujourd'hui, le monsieur Forest et même Safikas. Mais que sont-ils restés? Qui sont-ils aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont encore là au service de leur relation congolaise? Est-ce qu'on les a vraiment très bien encadrés pour qu'ils soient des véritables opérateurs économiques indépendants? Bref, on constate curieusement qu'il y a eu des mauvaises politiques. Et quand vous dites que les politiques qui sont là, c'est quel genre de politique? Ils pratiquent quel type de politique? Ce sont des politiques, par exemple, partisanes. Quelque part, il faut s'en départir. Nous sommes dans la logique aujourd'hui. Pourquoi? Et d'ailleurs, on attend fortement du côté du chef de l'État un signal très fort. Les gouvernements, il faut que ça soit aujourd'hui un gouvernement des gens vertébrés, des gens qui sont capables d'aider la nation congolaise à sortir de l'impasse. C'est important. Si en tout cas, le chef de l'État rate les coches, on est mal parti. Et nous avons constaté parmi ces gens-là, des gens, des grandes figures de ce pays, qui méritent d'ailleurs du respect, mais qui sont entrés dans ce jeu-là, ils commencent à briquer, à chercher des mandats par-ci, par-là. Je ne sais pas, ils vont en faire quoi, monsieur David? Ils vont en faire quoi? Mais moi, je pense que l'heure est arrivée. Où nécessairement, on ne va pas rester dans le même marché de favoritisme, de clientélisme, et puis du tribalisme même d'ailleurs, bon, d'une confrérie de gens qui arrivent et qui confisquent la gestion du pays. On doit briser le mur, les murs de partis politiques qui n'ont plus la matière, qui sont devenus aussi des pilleurs de la République. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que, qu'on se retrouve avec des partis qui ont triché aux élections. Les partis, ce sont des écoles. Là, on va trouver, en tout cas, l'expertise dont la nation congolaise ou une nation a besoin. Mais donc, c'est une classe des élites. Et quand on va trouver des gens qui sont des voleurs, qui sont des tricheurs, mais c'est très grave. Moi, je me dis, à la limite près, on risque même de pousser le chef de l'État à assainir le monde politique, à dissoudre le parti politique, à pouvoir repartir dans la notion du civisme. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on parle des partis politiques? C'est vraiment intéressant. Ouais, qu'on parle de partis politiques à foison, en nombre, mais aucun de parti politique n'a la notion du suivisme d'abord. Suivisme, voilà. Quelque part, ce sont des officines de la mort. Et dans les partis politiques, il n'y a pas de formation. Il n'y en a pas. C'est bon, le clientélisme, tout le monde crie préso, tout le monde parle en termes de leader, mais le leader, il donne quoi? Le parti lui-même. Il n'y a que les dialélos. De fond, c'est les dialélos. Et laisse-moi vous le dire de ce côté-là. Regardez un tout petit peu pour vous prouver qu'effectivement, il y a une maladie quand même. Quand le chef de l'État vous dit « faisons la promotion de la démocratie », et pour mieux la faire, moi, en tant que le magistrat suprême, je ne peux pas intervenir dans la justice. Elle doit faire son travail. Moi, je fais ma part en tant que chef de l'État. C'est ça la démocratie. Mais par conséquent, il appartient à la justice de dire le droit et les bons droits. Est-ce que notre justice dit les bons droits? Ça, c'est un problème. Il y a beaucoup de plaintes, non seulement du côté de la population, mais le chef de l'État, quand il revient constamment, il en évoque, mais l'évoquer, parce que c'est là même d'ailleurs le centre d'impulsion de la naissance même de la démocratie. Plus la justice fait très bien son travail, quand par exemple la gestion de la chose publique
est à la place publique, mieux la population est informée. Et quand on est bien informé, bon, et si c'est bien géré, ça favorise la cohésion nationale. La cohésion nationale, elle est la conséquence justement d'une bonne gouvernance. D'une bonne gouvernance, de la transparence elle-même, de la justice elle-même, même d'ailleurs les quatrièmes pouvoirs. Est-ce que le quatrième pouvoir qui est le journaliste, il fait bien son travail? Voyez-vous un tout petit peu. Donc tout ça devient des sérieux problèmes qui en invitent à chacun d'entre nous de pouvoir sortir du contexte et faire mieux. Alors, vous comprenez que c'est important d'évoquer la jurisprudence afin de pouvoir résoudre ces problèmes, parce que ces problèmes amènent des conséquences vraiment néfastes. Je pense que en tout état de cause, on allait s'inspirer du passé. Parce qu'il est toujours dit que l'expérience, ce sont les coups qui nous ont blessés dans le passé. Les législatures précédentes, on a vu qu'il y avait ces genres de pratiques. Mais qu'est-ce que la nation congolaise a fait pour qu'aujourd'hui, quand nous sommes partis aux élections, de telles pratiques reviennent? Je crois savoir que la loi électorale elle-même, elle doit être un peu revisée aussi. Spécialement pour ces cas-là. Elle favorise beaucoup plus le tribalisme, le clientélisme, et puis des aventures personnelles d'un groupe de gens qui vont confisquer le pouvoir de l'État ou qui vont décider pour l'intérêt d'un groupe donné et non pas d'une nation tout entière. Il faut vraiment le bannir. Et je crois que la première des choses qu'il faut faire pour ces parlementaires qui sont là, à mon humble avis, c'est de d'abord donner au chef de l'État le moyen de sa politique. Le chef de l'État a besoin d'une majorité, elle est qualifiée maintenant. La deuxième des choses, c'est que il faut s'attaquer au problème le plus important. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Qu'est-ce qui fait que nous sommes en guerre? C'est parce que nos limites sont attaquées par des pays voyous. Voilà. Et des pays voyous qui n'ont plus l'objectif que tout simplement... Le Rwanda, c'est celui que nous voyons. Le point d'iceberg, c'est le Rwanda, parce qu'il prête les flancs. Mais qu'en réalité, c'est le comportement de presque tout le pays limitrophe. Il trouve facile de jouer à l'intermédiaire pour commencer à piller les richesses du pays et les rapporter en plus à gagner. Il faut que cette matière inspire aux parlementaires et que cela soit une matière à verser dans la Constitution. Voilà la raison pour laquelle il faut aujourd'hui que cette Constitution-là, qu'on la retouche. Voilà. Donc, pour y arriver, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une carence de patriotes avérés. Dans le chef de l'État, dans le leadership que nous avons aujourd'hui, il y a au moins le patriotisme qui est à opposer et qui défend la nation congolaise à corps et à cri dans cette limite obtenue depuis 1885. À cela, il faut alors lui donner les pouvoirs de nommer les gouverneurs. Parce que aujourd'hui, les provinces, dans leurs limites avec le pays voisin, si elles sont dirigées par les natifs du coin, à un moment donné, ils n'ont pas la notion du patriotisme tel que voulu par Lumumba dans les limites tracées en 1885. Je prends les cas par exemple, je vis un ex-gouverneur qui est censé avoir une notion patriotique avérée, soutenir qu'il fallait lever l'état de siège.
Mais on va enlever l'état de siège pour le remplacer par quoi? Parce que vous savez très bien que de l'autre côté, c'est le multinational. C'est le monde entier qui est contre avec les armes sophistiquées d'ailleurs pour piller le pays et qui pille le pays. Mais quand par exemple, toi qui es fondamentalement un patriote, tu soutiens que il faut enlever l'état de siège. Mais alors, c'est pour dire quoi? Qu'on laisse à ceux qui sont les ennemis, le M23, qu'ils viennent nous envahir. Donc, tout ça, pourquoi? Parce que on a des mines à préserver, parce que quand on est dans l'état de siège, on ne sait pas les exploiter. Et là également, ce sont des pratiques, à un certain moment donné, il faut que le Parlement statue là-dessus. Cette histoire d'avoir des individus qui ont des mines, de coltan, de mines de matières précieuses, premières, il faut que ça reste en exclusivité au gouvernement et non pas à des individus. Parce qu'à un moment donné, on constate que quand ces derniers n'ont pas vraiment la notion du patriotisme poussée en eux, mais ils vendent le pays à vil prix, ils laissent à ce que, bon, le pays limitrophe qui n'ont que la pauvreté avec eux, bon, à venir ou à se faire des commissionnaires pour piller les Congos. Donc, quelque part, je crois que ce sont bien des problèmes qui nécessitent que le chef de l'État, cette fois-ci, qu'il s'épanche sur ces cas-là. Et les problèmes, justement, d'aider la nation congolaise à être vraiment connectée avec les Congos profonds, les problèmes des routes, il faut nécessairement, en tout cas, le réussir, le vaincre. Pour le vaincre, il faut voir à qui donner le marché. Moi, je plaide pour, en tout cas, ceux qui sont les meilleurs, mais parmi les meilleurs, on ne va pas quand même chercher des gens qui sont ceux qui ont fait des preuves dans ce pays, qui sont Malta Forest, qui sont par exemple Safricas et peut-être bien d'autres, mais il faut qu'à ceux-là, qu'on leur donne le marché. Et là, je félicite le chef de l'État quand il a donné à ce dernier la nationalité congolaise, parce qu'il a fait 100 ans ici, à M. Forest. Je crois, oui, d'accord, bravo, c'est bien beau. Mais je crois que l'avoir fait est à la fois aussi un signal très fort de lui donner peut-être l'entièreté, afin que le problème de route soit définitivement réglé. Et non pas toujours revenir constamment sur ces problèmes. Regardez dans les Kasaï, par exemple. Le mandat vient de commencer. On a expédié tout un mandat. Toutes les provinces ont tiré leur part dans le développement. Mais les Kasaï n'a pas tiré, en tout cas, son développement. La route qui relie Kananga à Mbujimaï jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça coûte pour que cette route soit vraiment réfectionnée? Vraiment. Faudra-t-il encore complète? Dites-moi un tout petit peu, même si effectivement il y a une volonté de gens qui ne veulent pas. Est-ce que on nous refuse le droit de construire notre route? Et pourquoi ce n'est pas fait? À qui on a donné l'argent? Pourquoi on tire le pied? Pourquoi va-t-on rester avec des canards boiteux comme ça, qui sont incapables de faire le travail? Quand on leur donne l'argent, bon, et ils bouffent l'argent, ils volent l'argent. Mais prenez des gens qui ont pignon sur rue. Ça, c'est la même des choses. Et dernièrement, la société civile de l'Ituri s'est plaignée de la multiplicité d'entreprises qui ont pris... qui arrivent et qui prennent le marché, mais qui marché, et sur place, le route n'était pas bien fait. Vétuste. Donc, à un certain moment donné, il faut un sursaut de la part du chef de l'État, parce que si lui attend que chacun arrive à prendre sa part de responsabilité, plus il gagne le temps, mieux la population monte en furie, parce que de l'autre côté, elle est pressée par une rébellion, mais on attend et rien ne se fait. On ne va pas condamner la population de toute façon quelque part, parce qu'on en a ras-le-bol. Mais par conséquent, des gens qui sont de brebis galeux, des gens qui prennent de marché pour ne pas le réaliser, dans le timing voulu, mais il serait mieux qu'on s'en débarrasse. Peu importe s'il faut prendre par exemple
aller dans la privatisation ou bien les entreprises nationales, mais pourvu que ça soit vraiment quelque chose de palpable, de réel. Dites-moi un tout petit peu, quand on parle de l'AMIBA aujourd'hui, c'est encore un cas. On semble vous dire que ce qu'on a donné n'est pas suffisant. Et avec ça, on ne saura pas vraiment relancer l'AMIBA. Et il faut... Mais ça demande combien? Et pourquoi ne pas, par exemple, rapidement trouver une solution? S'il faut privatiser, si Beka était là, on a connu l'âge d'or, Bonkaba est encore là aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas négocier une fois pour toutes qu'il y ait l'argent et qu'on relance l'AMIBA? Sinon, c'est vraiment envoyer toute une province, toute une province, toute une nation à la mort. Vraiment. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à prendre des décisions qui puissent aider la nation à créer les entreprises. L'entrepreneuriat aujourd'hui, il faut l'encourager. Ceux qui ont fait des preuves, qu'on leur donne de marché. Il ne faut pas vraiment nous traîner dans des trucs inutiles. Et pour y arriver, il faut que de pratiques que nous dénonçons aujourd'hui, là, que vous aviez vraiment saisi John Eli Ntumba, que tu as frappé là où il faut, nécessairement. Il faut qu'on se débarrasse de ces genres de députés-là, qui, eux, arrivent avec leurs enfants par-ci, par-là. Et d'ailleurs, il ne faut pas trop attendre. On peut commencer la démocratie par là. On ne peut pas trouver quelqu'un qui arrive avec son suppléant, qui est sa fille, ou son neveu. Ou sa femme. Ou sa femme, non. Le premier suppléant, c'est pour que quand il va au gouvernement, et lui, il reste en train de préparer la situation ici. Quand on veut aller contrôler ces ministères, lui ici, il s'est préparé un groupe de gens pour aller faire de contrôle superficiel, où on vient maquiller les choses, qu'en réalité, on pille la nation congolaise. C'est ce que ça cache, en fait, à vrai dire. Donc, si nous voulons nous attaquer vraiment à la corruption, il faut la prendre sur toutes ses formes. Cette façon de faire là, c'est nuire à la nation congolaise. Et il faut, dès maintenant d'ailleurs, on peut déjà commencer, se dire comment on prend une loi, tout celui qu'on retrouve avec, allez, on essaye un peu de voir comment il faut arranger la situation. Maintenant, qu'est-ce que vous, en tant qu'analyste politique, vous pouvez proposer parce que, ou bien dire à ces gens-là, les gens qui aiment bien briquer 3, 4, 5 mandats à la fois, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas d'autres Congolais intelligents, seulement eux, ou bien c'est comment? Est-ce qu'il faut leur dire ou ne pas leur dire? Non, nous risquons encore de dégrader l'action démocratique. Nous sommes dans un pays où il y a des institutions, où il y a de lois. Nous constatons justement que ce sont de mauvaises pratiques qui évanouissent l'espoir d'un peuple. Et il faut absolument de lois ici et maintenant que l'on arrive à, d'abord pour ceux qui sont là, qu'on essaie de les interpeller et puis qu'on essaie de les casser. Là, vous vous adressez directement aux députés. Aux députés, ça c'est la première des choses. Voilà. Tu ne peux pas te retrouver là avec ta femme et puis ton neveu. Et non. Et d'ailleurs, de pareil, quand on constate le chef de l'État qui est en train justement avec M. Kabouya en train de chercher à mettre vraiment le gouvernement sur pied, quand on constate de telles pratiques dans un député, c'est pas la peine. C'est pas la bonne personne à nommer. Et non, il n'est pas indiqué. Parce que si jamais vous le mettez au gouvernement, il va laisser son suppléant qui est son neveu, qui va rester au Parlement. Donc, les contrôles parlementaires sera quelque chose de préparé avec celui qui est au gouvernement pour vous présenter des chiffres qui ne reflètent pas la réalité dans la gestion. Donc, quelque part, déjà quand il y a ces genres d'éléments-là, ces personnes ne sont pas à nommer. Et puis, il faut actionner les plus au niveau du Parlement, que maintenant que nous allons ouvrir une brèche, c'est de revoir, par exemple, la Constitution, que cette préoccupation soit versée pour que l'on arrive à casser ce genre de pratiques. Mais les préoccupations majeures aujourd'hui, c'est de d'abord donner au chef de l'État les pouvoirs de contrôler, de verrouiller, qu'il n'y ait pas de gens qui sont capables de nous faire entrer de rébellions, des problèmes avec le pays frontalier. Voilà, ce sont des gens comme ça que le chef de l'État aujourd'hui commence d'abord à nommer. C'est lui qui nomme les gouverneurs, parce que là, la personne qui doit nommer,
il faut qu'il soit profondément patriote. Il faut bien le Voilà. connaître pour le nommer. Un homme intègre. Et mieux d'ailleurs, Il n'est pas faut pas que ce cupide, soit voilà. toujours le genre de personnes qui sont ressortissants de la même province. Parce que s'il est de la même province, il y a risque. Il y a risque. Aujourd'hui, les provinces sont d'abord les enfants le mal servis. Et par conséquent, cette population est capable de sacrifier l'essentiel à cause du poids de la pauvreté, mais à vendre même notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens à Goma qui préfèrent, à qui on dit par exemple, mais écoutez, si vous voulez attendre beaucoup plus du pouvoir de Kinshasa, vous mettrez longtemps. Or, si vous êtes au Rwanda, ça vient tout de suite. C'est question que ces gens-là amènent avec leurs armes, on pille, et puis on prend les coltons, on les vend, on a l'argent, on achète Et les tout maisons. ça, on trompe. Tout de suite, on voit une vie qui change. Or, on ne peut pas sacrifier une nation. Tu vois un peu. Donc, quelque part, il faut pousser plus loin, donner les moyens au chef de l'État. Mais pour y arriver, c'est ce parlementaire qui arrive. Parce que si le chef de l'État le fait de lui-même, là, finalement, c'est de la dictature qui revient. Il faut qu'eux comprennent que le chef de l'État a pour matière ça qui soit de loi que nous devrons voter pour lui donner les moyens de réaliser sa propre politique. Aujourd'hui, les grands défis, c'est la rébellion que nous avons. C'est cette guerre-là qu'on nous a imposée. Dites-moi un tout petit peu dans ces contextes, comment peut-on aujourd'hui se dire que nous allons développer notre pays pendant que vous avez une guerre et puis une rébellion. Mais ça vous bouffe de l'argent. Ça C'est vous ça. bouffe énormément d'argent. Il est difficile de parler développement quand par exemple vous avez une guerre qui est là. Donc je crois que si vous voulez que nous arrivions vraiment à marquer notre développement, c'est que vous venez d'évoquer ici les problèmes de députés qui prennent plusieurs... il faut le bannir. D'autre part, il faut en finir avec la rébellion. Le seul moyen, c'est de renforcer la cohésion nationale. Le seul moyen, c'est de dénoncer ceux qui sont en train de trahir. Autrefois, Mbosso avait dit que ceux qui étaient en train d'alimenter cette rébellion-là étaient connus. Mais depuis lors, il n'a jamais dénoncé ces gens-là. Il faut les dénoncer, qu'on les connaisse. C'est un fait. Et puis, là, mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et là, vous verrez que le pays prendra vraiment l'envol. Mais au cas contraire, écoutez, on va se prêts. Merci beaucoup, David. Alors, vous avez compris qu'il y a beaucoup d'articles de la Constitution concernés par la révision constitutionnelle. Il le faut, c'est important. Voilà, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Noir sur Blanc. Noir sur Blanc, ce jour, nous allons parler sur doublage et triplage des mandats politiques en République démocratique du Congo. Je n'étais pas seul sur ce plateau, j'étais avec M. David Kalonji, il est analyste politique. Monsieur David, merci d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. Merci beaucoup, nous sommes pratiquement arrivés à la fin et au prochain numéro. Bye. Chers téléspectateurs, chers internautes, prenez désormais rendez-vous avec votre magazine Noir sur Blanc. Noir sur Blanc est un cadre d'analyse objective de l'actualité sur C24+. Majorité, opposition, société civile, voici pour vous un moyen de présenter votre vision du Congo. Noir sur Blanc, c'est l'actualité décortiquée sans tabou ni gants sur C24+. Retrouvons-nous chaque mardi à 20h juste sur C24+. Parce que vous avez du prix à nos yeux, Noir sur Blanc, c'est votre magazine. Noir sur Blanc, c'est votre